Lukas Schneider et Emma Weber étaient mariés depuis 3 ans, lorsqu'ils ont décidé qu'ils avaient besoin d'une pause dans leur vie routinière dans la petite ville allemande de Bergheim. Âgés respectivement de 32 et 29 ans, ils représentaient ce que tout le monde en ville considérait comme le jeune couple idéal. Lukas travaillait comme architecte dans l'entreprise de son père, tandis qu'Emma enseignait à l'école primaire locale. Ils vivaient dans une maison modeste mais confortable sur la Kirchstrasse, conduisaient des voitures raisonnables et participaient régulièrement aux événements communautaires. « Nous en avons besoin, Emma », avait déclaré Lukas un soir au début du mois de mai, en posant sa main sur la sienne, assis à la table de leur cuisine. « À quand remonte la dernière fois où nous avons fait quelque chose rien que pour nous ? Sans dîner en famille, sans obligation professionnelle, sans voisins qui passent nous voir, juste toi et moi. » Emma avait souri, un sourire fatigué qui trahissait les nombreuses nuits blanches passées à corriger des copies et les réveils matinaux. « Tu as raison. Où avais-tu pensé aller ? » ?»« La Schwarzwald. Il y a cette aire de camping près des ruines de l'ancien monastère, Klosterwaldung. Tu te souviens ? Nous avions parlé d'y aller avant notre mariage, mais nous ne l'avons jamais fait. La Schwarzwald, la forêt noire, n'était qu'à 2 heures de route au sud. La région de Klosterwaldung était connue pour ses sentiers de randonnée immaculés, ses ruisseaux cristallins et la beauté envoûtante des ruines du monastère du XIIe siècle qui ont donné son nom à la région. Elle était suffisamment éloignée pour donner l'impression d'une évasion, mais pas au point d'être complètement coupée de la civilisation. Du moins, c'est ce qu'il pensait. La meilleure amie d'Emma, Sarah Müller, l'avait soutenue lorsqu'elle lui avait fait part de son projet lors de leur rendez-vous hebdomadaire au café am Markt. « Vous le méritez tous les deux », avait dit Sarah en serrant la main d'Emma. « Tu as l'air stressée ces derniers temps. Tout va bien ?» Emma avait hésité juste un instant avant de répondre. « Tout va bien, c'est juste le travail, tu sais. » Et Lukas fait de longues heures au bureau. Son père le pousse à prendre plus de responsabilités, le préparant à prendre la relève. C'est beaucoup de pression. Et comment ça va entre vous deux? Vraiment? Bien, tout va bien. Emma avait souri, mais Sarah dira plus tard aux enquêteurs que ce sourire lui avait semblé forcé. Ce voyage sera parfait. On va complètement déconnecter. Pas de téléphone, pas d'internet, juste la nature et nous deux. Les préparatifs. Au cours des 2 semaines suivantes, Lukas s'est lancé dans la planification du voyage avec la minutie qui le caractérise. Il a acheté une nouvelle tente, un modèle 4 saisons de haute qualité qui semblait excessif pour un voyage de camping fin mai. Mais Lukas a insisté pour être préparé. Il a acheté un réchaud de camping, de nouveaux sacs de couchage adaptés au froid, une trousse de premiers secours complète et suffisamment de nourriture non périssable pour une semaine, même s'il ne prévoyait de partir que pour le week-end. « Pourquoi autant de choses ?» avait demandé Emma en le regardant charger les provisions dans le garage. « Mieux vaut avoir et ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin et ne pas en avoir », avait répondu Lukas. C'était l'une des phrases préférées de son père. Emma s'était également préparée, mais d'une manière différente. Elle avait pris des congés, les premiers de l'année. Elle avait demandé à leur voisine, Frau Zimmermann, d'arroser leurs plantes et de ramasser leurs courriers. Elle avait même rédigé une liste de contacts d'urgence et l'avait laissée sur le comptoir de la cuisine, ce qui allait plus tard frapper les enquêteurs comme étant à la fois prémonitoire et troublant. La veille de leur départ, ils étaient allés dîner chez les parents de Lukas. Son père, Friedrich Schneider, était un homme imposant d'une 60aine d'années qui avait bâti son cabinet d'architecte à partir de rien et attendait de son fils qu'il perpétue cet héritage. Sa mère, Brigitte, était plus discrète, s'en remettant toujours à son mari, mais observant tout le monde d'un œil vif et attentif. « Alors, ce voyage en camping », avait dit Friedrich pendant le dessert, d'un ton qui montrait clairement qu'il trouvait cela frivole. « Tu prends des congés pour ça ? » ?»« Seulement 3 jours, père. Nous serons de retour lundi soir. Le projet Hoffmann nécessite toute ton attention. J'espérais que tu serais disponible ce week-end. »
Jonas peut s'en occuper, avait répondu Lucas, faisant référence à son collègue Jonas Müller, le mari de Sarah. Nous en avons déjà discuté. Emma avait observé cet échange en silence, les mains jointes sur ses genoux. Plus tard, Brigitte dirait à la police qu'Emma semblait nerveuse ce soir-là, sans pouvoir expliquer pourquoi. Elle n'a presque pas touché à son assiette, avait déclaré Brigitte, et elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone, même si elle affirmait qu'ils allaient se déconnecter pendant le week-end. Vendredi matin, départ. Ils sont partis tôt le vendredi 19 mai 2017. C'était une belle matinée de printemps, de celle où l'air est encore frais, mais où le soleil promet déjà la chaleur. Frau Zimmermann leur faisait signe depuis son jardin, tandis qu'ils chargeaient à leur voiture la fidèle Volkswagen Passat grise de Lucas. « Passez un excellent séjour », leur cria leur voisine. « Ne vous inquiétez pas pour ici, je m'occuperai de tout. » Emma l'avait serré dans ses bras impulsivement. « Merci, Frau Zimmermann, vous êtes un trésor. »« Ça va, ma chérie ?» avait demandé la vieille dame en tenant Emma à bout de bras. « Tu es pâle. »« Je vais bien, je suis juste excité et fatigué. L'année scolaire a été longue. » Ils roulèrent vers le sud sur la B3, puis empruntèrent des routes plus petites qui serpentaient à travers des villages agricoles et une forêt dense. Lucas avait créé une playlist de leurs chansons préférées depuis le début de leur relation, un geste qu'Emma avait trouvé à la fois mignon et mélancolique. Il s'était arrêté une fois dans une aire de repos près de Baden-Baden où une caméra de sécurité les avait filmés à 10h47. Ce serait la dernière fois qu'on les verrait vivants. Sur les images, que la police analyserait image par image dans les années à venir, ils semblaient détendus. Lucas fait le plein d'essence, tandis qu'Emma entre dans la supérette. Elle en ressort avec 2 cafés et un sac de snacks. Ils échangent quelques mots. La vidéo n'a pas de son. Et Emma rit à une remarque de Lucas. Il l'embrasse sur le front, avant qu'il ne remonte dans la voiture. Rien dans cette scène ne laissait présager quoi que ce soit. Rien n'indiquait que dans quelques heures, leur vie allait changer à jamais. Arrivés à Klosterwaldung. Ils arrivèrent au camping de Klosterwaldung vers midi. Le site était géré par le service forestier local et comprenait plusieurs emplacements de camping près des ruines de l'ancien monastère cistercien. À la fin du mois de mai, avant l'affluence estivale, ils avaient le choix entre plusieurs emplacements. Lucas choisit un emplacement près d'un ruisseau, partiellement caché par des pins denses. « Pour plus d'intimité, » dit-il avec un sourire. « N'oublie pas, nous sommes ici pour être seuls. » Ils passèrent l'après-midi à installer leur campement. La tente fut montée facilement. Lucas s'était entraîné à la maison, un autre détail que sa mère mentionnerait à la police. Ils disposèrent leurs sacs de couchage, rangèrent leurs affaires et suspendirent une lanterne de camping à une branche d'arbre. Emma prit des photos avec son téléphone, des photos qui ne seraient jamais partagées sur les réseaux sociaux, qui resteraient figées dans le temps sur son appareil verrouillé. Une photo montrait Lucas accroupi près du ruisseau, les mains dans l'eau claire. Une autre capturait les ruines du monastère dans la lumière dorée de l'après-midi, leurs murs de pierre recouverts de mousse et de lierre. Une troisième, prise sous forme de selfie, les montrait tous les deux souriants, la tête d'Emma posée sur l'épaule de Lucas, la tente visible en arrière-plan. Ce soir-là, ils préparèrent un repas simple sur leur réchaud de camping. Des pâtes avec de la sauce en conserve, pas très raffinées, mais satisfaisant après les activités de la journée. Ils s'assirent près d'un petit feu alors que la nuit tombait, écoutant les bruits de la forêt. Selon le seul témoin qui se présentera plus tard, un randonneur âgé nommé Herr Schmidt qui passait dans la région ce soir-là, il semblait heureux et très amoureux. « Je leur ai fait signe », a déclaré Herr Schmidt à la police. Le jeune homme m'a répondu, la femme a souri. Il n'y avait rien d'inhabituel, rien qui suggérait... Il n'a pas pu terminer sa phrase. Les dernières heures connues. Ce qui s'est passé après le départ de Herr Schmidt vers 20h reste même aujourd'hui en partie mystérieux. Les relevés téléphoniques montreront plus tard que le téléphone d'Emma était actif jusqu'à 21h43, heure à laquelle elle a envoyé un SMS à Sarah. Le
Le message disait « C'est tellement paisible ici. Lucas dort déjà. Je vais rester assise encore un peu et profiter du calme. Je t'aime. » Sarah n'a répondu que le lendemain matin. Elle était à un dîner et avait mis son téléphone en mode silencieux. Mais il était déjà trop tard. Le téléphone de Lucas a montré une activité jusqu'à 22h17. Une brève recherche sur Internet pour « Prévision météo Schwarzwald ». Puis, plus rien. Les deux téléphones ont émis des signaux vers la même antenne relais jusqu'à environ 23h30, après quoi ils sont restés silencieux. Les téléphones n'ont jamais été retrouvés. Le camping est resté intact jusqu'au dimanche après-midi, lorsqu'une famille venue passer le week-end a découvert la tente encore debout, les provisions encore rangées, mais aucun signe de Lucas et Emma Schneider. La voiture était toujours garée à l'endroit prévu, fermée à clé et sécurisée. À l'intérieur de la tente, les enquêteurs ont trouvé les portefeuilles du couple, contenant tous deux de l'argent liquide et des cartes de crédit. Ils ont trouvé le sac à main d'Emma avec sa carte d'enseignante et une photo d'elle avec ses élèves. Ils ont trouvé la montre de Lucas, une Omega coûteuse qui avait été un cadeau de mariage de son père, posée sur leurs vêtements soigneusement pliés. Ce qu'ils ne trouvèrent pas, ce furent des traces de lutte, des preuves d'actes criminels ou des indices sur l'endroit où le couple avait pu se rendre. C'était comme si Lucas Schneider et Emma Weber s'étaient simplement levés, avaient quitté leur campement parfaitement organisé et avaient disparu dans la forêt noire. L'enquête policière débuta quelques heures plus tard. Les recherches durèrent plusieurs semaines. Le mystère envahit la petite ville de Bergheim, détruisit deux familles et donna lieu à d'innombrables théories. Mais la vérité, la véritable vérité sur ce qui s'était passé ce vendredi soir à Klosterwaldung, ne serait révélée que 6 longues années plus tard. Et lorsqu'elle le serait, elle serait bien plus troublante que quiconque ne l'avait imaginé. La famille Hoffmann, composée de Michael, de sa femme Claudia et de leurs 2 filles adolescentes, était arrivée à Klosterwaldung vers 14h le dimanche après-midi. Ils avaient planifié ce séjour en camping depuis des mois pour fêter le diplôme de leur fille aînée. Michael avait spécifiquement demandé l'emplacement près des ruines du monastère, le même où Lucas et Emma avaient installé leur campement 2 jours plus tôt. « Il y a déjà quelqu'un ici », dit Michael en garant leur minibus près de la Volkswagen Passat. C'est étrange. Le système de réservation indiquait que cet emplacement était disponible. Ils s'approchèrent prudemment, saluant les occupants. Pas de réponse. Le campement semblait occupé mais abandonné. La tente était montée, les provisions visibles, mais personne n'était là. Après avoir attendu 15 minutes sans obtenir de réponse à leurs appels répétés, Michael décida de contacter le poste des gardes forestiers. Le garde forestier, Thomas Engel, est arrivé dans les 30 minutes. Vétéran du service forestier avec 20 ans d'expérience, il avait vu son lot d'incidents de camping, randonneurs perdus, blessures mineures, équipements volés à l'occasion. Mais quelque chose dans cette scène lui a immédiatement semblé différent. La tente est fermée par une fermeture éclair de l'intérieur, a-t-il remarqué en l'examinant attentivement. Leur voiture est verrouillée. Tout semble organisé. Trop organisé. Il a ouvert la tente, conformément au protocole, et a découvert une scène qui allait déclencher l'une des enquêtes les plus importantes de l'histoire de la région sur des personnes disparues. Tout était rangé, presque mis en scène. Les sacs de couchage étaient disposés côte à côte. Les effets personnels étaient soigneusement rangés. Il n'y avait aucun signe de panique, aucune trace d'un départ précipité. « Appelez la police », a dit Engel à Michael Hoffmann. « Il y a quelque chose qui cloche ici. » L'enquête est lancée. L'inspecteur Stéphane Weber, sans lien de parenté avec Emma, est arrivé sur les lieux à 18h, accompagné d'une équipe de spécialistes médico-légaux et de coordinateurs de recherche. Weber était un enquêteur méthodique, connu dans tout le district pour son souci du détail et son refus de tirer des conclusions hâtives. Traitez cela comme une scène de crime jusqu'à preuve du contraire, a-t-il ordonné à son équipe. Documentez tout. Je veux des photos, des mesures, des échantillons.
Recherchez des empreintes, tout signe de perturbation, et trouvez-moi immédiatement des informations sur les propriétaires de ce véhicule. À 19 heures, ils avaient identifié Lucas Schneider et Emma Weber Schneider grâce à l'immatriculation du véhicule. À 19h30, le détective Weber était au téléphone avec Friedrich Schneider. « Votre fils et votre belle-fille ont disparu », lui a annoncé Weber sans détour. « Quand les avez-vous entendus pour la dernière fois ?» La réponse de Friedrich sera plus tard décrite par les enquêteurs comme « étrangement maîtrisée ». Il n'y avait aucune panique dans sa voix, aucune avalanche immédiate de questions. Au lieu de cela, il a demandé calmement « Que voulez-vous dire par « disparu » ?» Ils ont quitté leur camping entre vendredi soir et dimanche après-midi. Toutes leurs affaires sont encore ici, y compris leur téléphone, leur portefeuille et leur voiture. Nous avons besoin que vous et votre femme veniez au poste pour nous fournir des informations qui pourraient nous aider à les localiser. Bien sûr, nous arrivons immédiatement, mais il fallut attendre 3 heures avant que Friedrich et Brigitte Schneider ne se présentent au poste de police. Interrogé sur ce retard, Friedrich expliqua qu'il avait dû prendre des dispositions à son bureau et contacter des membres de sa famille. Le détective Weber nota dans son rapport que Friedrich semblait plus préoccupé par la gestion des informations que par la recherche de son fils. La première nuit, alors que les Schneider se rendaient au commissariat, les parents d'Emma, Klaus et Marianne Weber s'y trouvaient déjà, ayant été contactés séparément. Le contraste entre les deux couples de parents était frappant. Marianne Weber était bouleversée, incapable de parler à travers ses larmes. « Mon bébé !» répétait-elle sans cesse. « Quelqu'un a enlevé mon bébé. Je le sais. Emma ne partirait jamais comme ça. Elle ne ferait jamais. » Klaus était plus calme, mais visiblement bouleversé. « Emma m'a appelé mercredi soir », a-t-il dit au détective Weber. « Elle m'a dit qu'elle avait hâte de partir en voyage, mais qu'elle était nerveuse à propos de quelque chose. Je lui ai demandé quoi, mais elle a répondu que ce n'était rien, juste le stress du travail. J'aurais dû insister. J'aurais dû... » « Vous ne pouviez pas le savoir, » l'interrompit gentiment Weber. « A-t-elle mentionné autre chose? Quelqu'un qui aurait pu l'inquiéter? Des problèmes dans son mariage ?» Klaus hésita. Emma aimait Lucas, mais elle disait qu'elle avait l'impression de se perdre dans les attentes de sa famille. Les Schneider sont très contrôlants, traditionnels, Friedrich en particulier. Lorsque les Schneider arrivèrent enfin, l'atmosphère dans le commissariat devint tendue. Friedrich prit immédiatement le contrôle de la pièce, une habitude acquise au fil de décennies de négociations commerciales. « Que faites-vous pour les retrouver ?» demanda-t-il. « Pourquoi sommes-nous assis ici à discuter alors que vous devriez être en train de les rechercher ? Nous avons des équipes dans la forêt en ce moment même, Herr Schneider, répondit calmement le détective Weber, mais nous avons besoin d'informations de votre part. Lorsque vous les avez vus vendredi soir, Lucas et Emma semblaient-ils inquiets, effrayés? Ont-ils mentionné avoir rencontré quelqu'un, avoir prévu d'aller ailleurs qu'au camping ?» Brigitte prit la parole avant que son mari n'ait pu répondre. « Emma semblait nerveuse au dîner, dit-elle doucement. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle m'a répondu que oui, mais... » Elle s'interrompit, jetant un coup d'œil à son mari. « Mais quoi ?» insista l'inspecteur Weber. « Mais je ne l'ai pas cru. » Lundi 22 mai. Les recherches s'étendent. Le lundi matin, plus de 50 membres des équipes de recherche et de sauvetage ratissaient la zone de Klosterwaldung. Ils avaient fait appel à des chiens pisteurs qui ont repéré des traces olfactives partant du camping, mais les ont perdues après seulement 100 de mètres, comme si Lucas et Emma s'étaient tout simplement évaporés. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques ont survolé la canopée de la forêt. Des plongeurs ont fouillé les ruisseaux et les petits lacs de la région. Les ruines du monastère ont été minutieusement examinées. L'ancienne structure en pierre, avec ses murs partiellement effondrés et ses cryptes souterraines, semblait être un endroit évident à fouiller. Mais ils n'ont rien trouvé. Aucun signe d'activité humaine récente,
aucune preuve que quelqu'un s'y était rendu récemment. Sarah Muller est arrivée chez les Weber vers midi, apportant de la nourriture que personne ne mangerait et un réconfort qui semblait insuffisant. « J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas », a-t-elle dit à Marianne. Le SMS d'Emma samedi soir semblait bizarre, trop joyeux, tu vois. Emma n'était pas toujours joyeuse. Elle ressentait les choses profondément. « Que veux-tu dire ?» a demandé Klaus en les rejoignant à la table de la cuisine. Sarah hésita, pesant le pour et le contre, entre loyauté et nécessité. Emma m'a dit il y a environ 3 semaines qu'elle faisait des cauchemars. Elle ne m'a pas dit de quoi il s'agissait, mais elle m'a dit qu'ils impliquaient toujours la famille de Lucas. Son père en particulier. Elle disait qu'elle avait l'impression que Friedrich l'observait, la jugeait, attendant qu'elle échoue à quelque chose. Avait-elle l'air d'avoir peur de Friedrich? Pas vraiment peur, plutôt piégée, comme si elle jouait dans une pièce de théâtre et que tout le monde connaissait son rôle, sauf elle, et que si elle ne jouait pas correctement, il y aurait des conséquences. Cette information fut transmise au détective Weber qui interrogea Sarah longuement. « Emma a-t-elle jamais mentionné vouloir quitter Lucas ?» demanda-t-il. « Jamais. Elle l'aimait. Mais elle disait qu'il avait changé ces derniers temps, qu'il était plus distant, plus secret. Il avait commencé à passer des coups de fil privés sans donner d'explication. Il disparaissait pendant des heures, puis revenait et agissait comme si de rien n'était. Les premières théories. Le mardi, alors que le couple disparu n'avait toujours pas été retrouvé, les théories ont commencé à proliférer, tant au sein de l'enquête que dans toute la ville de Bergheim. Théorie numéro 1. Ils se sont perdus dans la forêt. Bien qu'ils fussent tous deux des randonneurs raisonnablement expérimentés, ils s'étaient peut-être aventurés dans la forêt, avaient perdu leurs repères et avaient eu un accident. Mais cela n'expliquait pas pourquoi ils avaient laissé toutes leurs provisions, y compris leur téléphone, leur GPS et leur équipement d'urgence. Théorie numéro 2. Ils avaient été victimes d'un acte criminel, attaqués par quelqu'un pendant leur sommeil, leur corps caché quelque part dans la vaste forêt. Mais il n'y avait aucune trace de lutte, pas de sang, aucun signe de violence sur le lieu de camping. Théorie numéro 3. Ils s'étaient enfuis ensemble, mettant en scène leur propre disparition pour des raisons inconnues. Mais ils avaient laissé leur argent, leurs papiers d'identité et leur voiture. Jusqu'où pouvaient-ils aller sans rien? Théorie numéro 4. L'un avait tué l'autre, puis s'était enfui ou s'était suicidé. Cette théorie a gagné du terrain lorsque les enquêteurs ont appris l'existence de tensions dans le couple et la dynamique familiale des Schneider. Mais lequel des deux était l'auteur du crime? Et où était le corps? Le détective Weber garda ses conclusions pour lui, ne révélant que peu d'informations à la presse qui avait envahi Bergheim comme des vautours. Mais en privé, il déclara à son équipe « Rien de tout cela n'a de sens. 2 personnes ne disparaissent pas comme ça d'une tente fermée à clé avec toutes leurs affaires intactes. Quelqu'un sait ce qui s'est passé, et j'ai l'intention de découvrir qui. » Le cirque médiatique mercredi, l'affaire avait fait le tour du pays. Un jeune couple disparaît d'un camping de la Forêt-Noire, faisait la une des journaux. Des équipes de télévision s'installèrent près des maisons des Schneider et des Weber. Les journalistes harcelèrent les voisins, les amis, les collègues, tous ceux qui pouvaient leur fournir une citation ou une théorie. Friedrich Schneider fit une déclaration soigneusement préparée, debout sur le perron de sa maison, son avocat à ses côtés. « Notre famille est dévastée par la disparition de Lucas et Emma. Nous demandons que notre vie privée soit respectée pendant cette période difficile et invitons toute personne disposant d'informations à contacter immédiatement la police. » Il n'a répondu à aucune question et s'est retiré à l'intérieur, mais pas avant qu'un journaliste ne lui crie « Est-il vrai qu'Emma avait peur de vous, Herr Schneider ?» La porte se referma avec un bruit sourd. Klaus et Marianne Weber se sont montrés moins prudents. Ils sont apparus à la télévision, les larmes coulant sur leurs joues, suppliant quiconque disposant d'informations de se manifester. « S'il vous plaît, » a dit Marianne, la voix brisée.
Si vous savez quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit sur ce qui est arrivé à notre fille, venez nous le dire. Nous voulons juste qu'elle rentre à la maison. Nous voulons juste savoir qu'elle est en sécurité. » Mais personne ne se manifesta. Malgré la publicité massive, malgré la récompense rapidement mise en place, malgré les centaines d'indices communiqués à la police, aucune information utile ne fut obtenue. Lukas Schneider et Emma Weber avaient disparu comme si la forêt noire les avait engloutis. Et à Bergheim, les rumeurs commencèrent à circuler. Des rumeurs sur les secrets de famille, sur ce qui se cachait derrière les façades parfaites de familles prospères, sur ce dont les gens étaient vraiment capables lorsqu'ils étaient poussés à bout. Le détective Weber écoutait ces rumeurs, et lentement, méthodiquement, il commença à dresser le profil de ce à quoi il avait réellement affaire. Non pas une simple affaire de personnes disparues, mais quelque chose de bien plus complexe et de bien plus sinistre. Les recherches avaient été réduites, mais pas officiellement abandonnées. Le détective Weber refusait d'abandonner et passait ses soirées à examiner des preuves qui semblaient ne mener nulle part. Puis le 9 juin, une percée a eu lieu, mais pas celle à laquelle tout le monde s'attendait. L'ordinateur portable d'Emma, saisi à leur domicile, a finalement livré ses secrets lorsqu'un spécialiste technique a craqué son mot de passe. Ce qu'ils ont découvert était troublant. Un dossier caché contenant des dizaines de documents, de photographies et un journal intime. Les entrées du journal intime brossaient le tableau d'un mariage, loin d'être parfait. 15 mars. Lucas est encore rentré à 2 heures du matin. Il dit que c'est pour le travail, mais le bureau de Friedrich ferme à 18 heures. Où va-t-il? Quand je lui pose la question, il se met en colère. Pas bruyamment, mais froidement. C'est encore pire en quelque sorte. 3 avril, j'ai trouvé des reçus dans sa veste, des chambres d'hôtel, toujours la même, le Wald Hotel, à 30 kilomètres d'ici. Pourquoi aurait-il besoin d'une chambre d'hôtel si près de chez lui? 28 avril, je l'ai suivi ce soir. Je n'en suis pas fier, mais je devais savoir. Il est allé au Wald Hotel. J'ai attendu 2 heures dans le parking. Il n'est jamais sorti. Il y a une femme, j'en suis sûr maintenant. Une partie de moi veut le confronter. Une autre partie est terrifiée à l'idée de ce que je vais découvrir. Le détective Weber a immédiatement envoyé des agents au Wald Hotel. Le directeur a confirmé que Lukas Schneider était un client régulier, louant la chambre 347 tous les jeudis soirs depuis 3 mois. Il arrivait toujours seul et repartait toujours avant minuit. Quelqu'un lui a-t-il déjà rendu visite? A demandé Weber. Le directeur a hésité. J'ai vu quelqu'un une fois, fin avril, une femme, mais pas sa femme. J'avais vu des photos d'eux dans les journaux. Cette femme était plus âgée, peut-être la quarantaine. Blonde, bien habillée. Elle me semblait familière, mais je n'arrivais pas à la situer. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel ont fourni la réponse. La femme qui est entrée dans la chambre 347, le 27 avril, était Brigitte Schneider, la mère de Lukas. L'enquête venait de prendre une tournure plus sombre. Confrontée à la situation, Brigitte a d'abord tout nié, puis elle s'est effondrée. « Nous essayons de le protéger », sanglotait-elle. Friedrich a découvert les dettes de jeu de Lukas, 70 000 €. Il était furieux. J'ai rencontré Lukas pour lui donner de l'argent, pour l'aider, avant que Friedrich ne découvre à quel point la situation était grave. « Et Emma ?» insista Weber. « Elle était au courant ?»« Je ne sais pas. Peut-être. Elle posait des questions. Elle commençait à avoir des soupçons. Friedrich disait qu'elle était un problème, qu'elle allait ruiner la réputation de Lukas, le nom de la famille. Mais je jure que nous n'avons rien à voir avec leur disparition. » Le détective Weber n'était pas convaincu. Les registres financiers montraient que la famille Schneider avait bien plus de secrets que des dettes de jeu, et quelque part dans ces secrets se trouvait la réponse à ce qui s'était réellement passé dans la forêt noire. L'expertise financière révéla que le cabinet d'architecte de Friedrich Schneider était au bord de la faillite. Il détournait les fonds de ses clients depuis 2 ans, utilisant le nom de Lukas sur des documents falsifiés.
Emma, en tant qu'épouse de Lucas, aurait hérité de la responsabilité légale si la fraude avait été découverte. Le détective Weber découvrit autre chose, une assurance vie souscrite par Lucas 3 mois avant le voyage en camping, au nom d'Emma. 2 millions d'euros, avec Lucas comme bénéficiaire. Il avait besoin qu'elle meure, dit Weber à son équipe. Mais il ne pouvait pas le faire seul. Les relevés téléphoniques ont révélé quelque chose d'effrayant. La veille du séjour en camping, Lucas avait reçu un appel provenant d'un numéro non répertorié. L'appel avait duré 43 minutes. La triangulation des antennes relais avait permis de localiser l'appelant près de la zone de Klosterwaldung. Quelqu'un attendait dans la forêt. Lorsque Weber a de nouveau interrogé Friedrich, le vieil homme a finalement perdu son sang-froid. « Vous ne comprenez pas », a-t-il murmuré. « Ça ne devait pas se passer comme ça. » Lucas a dit qu'il s'en occuperait. Il a dit qu'Emma allait simplement partir, c'est tout. Juste partir. Où sont-ils, Friedrich? Silence. Où sont les corps? Friedrich leva les yeux, et pour la première fois, Weber vit une véritable peur dans son regard. C'est ça le problème, inspecteur. Je ne sais pas. Lucas ne me l'a jamais dit. Et maintenant, lui aussi a disparu. Friedrich Schneider fut arrêté pour fraude et complot. Son entreprise fit faillite du jour au lendemain. Brigitte demanda le divorce, affirmant qu'elle n'était au courant de rien, mais les procureurs ne la crurent pas. Sous la pression, Friedrich révéla des fragments du plan. Lucas était censé mettre en scène l'accident d'Emma pendant le séjour en camping, prétendre qu'elle était tombée pendant une randonnée et toucher l'argent de l'assurance pour payer les dettes. Mais il a paniqué, dit Friedrich. Il m'a appelé samedi matin pour me dire qu'Emma savait tout, qu'elle avait trouvé des documents sur la fraude. Il m'a dit qu'elle allait aller voir la police. Alors, vous lui avez dit de la tuer? Je lui ai dit de régler le problème. C'est tout. De régler le problème avant qu'elle ne nous détruise tous. Mais le plan avait tourné au désastre. L'appel téléphonique mystérieux, la personne qui attendait dans la forêt. Friedrich a prétendu ne rien savoir. Lucas a dit qu'il avait de l'aide, quelqu'un en qui il avait confiance, mais il n'a pas voulu me dire qui. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse suivante. Peut-être que le complice de Lucas s'était retourné contre lui. Peut-être avait-il tué Lucas et Emma, ou peut-être que Lucas et son complice s'étaient enfuis ensemble, laissant le corps d'Emma caché quelque part dans la vaste forêt noire. Les années ont passé. L'affaire a été classée sans suite, jusqu'en 2023, lorsqu'une sécheresse fit baisser le niveau d'eau d'un réservoir isolé et révéla des secrets qui étaient restés submergés pendant 6 longues années. La sécheresse de cet été-là fut la pire depuis des décennies. Le réservoir de Klosensee, situé à 15 km du camping de Klosterwaldung, vit son niveau baisser à 30% de sa capacité. Le 14 juin, un pêcheur remarqua quelque chose qui dépassait de la rive boueuse nouvellement exposée, une portière de voiture rouillée. Les plongeurs ont repêché une Volkswagen Passat grise, dont la plaque d'immatriculation correspondait à celle enregistrée au nom de Lucas Schneider. À l'intérieur, ils ont trouvé 2 corps. Le détective Stefan Weber, désormais promu inspecteur en chef, se tenait au bord du réservoir, pendant que les équipes médico-légales travaillaient. Il n'avait jamais cessé de penser à cette affaire. Maintenant, enfin, il allait avoir des réponses. Les corps ont été identifiés grâce à leur dossier dentaire, Lucas Schneider et Emma Weber-Schneider. Mais les résultats de l'autopsie étaient choquants. Emma avait reçu 2 balles dans la poitrine à bout portant. Lucas avait une seule blessure par balle à la tête, mais l'angle et les brûlures de poudre indiquaient un suicide. Ils sont venus ici ensemble, a déclaré Weber à son équipe. Après avoir quitté le camping, mais pourquoi? La réponse est venue des restes d'Emma. Dans sa main squelettique, elle serrait un étui de téléphone étanche, encore scellé. À l'intérieur se trouvait son téléphone, endommagé, mais récupérable.
La récupération des données a pris des semaines, mais lorsque les techniciens ont enfin pu accéder au contenu, la vérité a été révélée par le dernier enregistrement vocal d'Emma, réalisé à 23h47, le 19 mai 2017. Si quelqu'un trouve ceci, je m'appelle Emma Weber-Schneider. Mon mari va me tuer ce soir. Je le sais parce que je le sais depuis des semaines. J'ai tout découvert. La police d'assurance, les dettes, la fraude. Je l'ai confronté ce soir, après le départ de ce vieil homme. Lucas a tout avoué. Il a dit que son père avait tout planifié, que quelqu'un allait venir pour faire croire à un accident. Bruit de pleurs. Mais je lui ai dit que j'avais déjà tout envoyé à la police. Les emails, les documents, tout. J'ai menti. Je n'ai rien envoyé. Mais il m'a cru. Maintenant, il panique. Il dit qu'il faut s'enfuir, que son père nous tuera tous les deux si la police s'en mêle. Il dit qu'il y a de l'argent caché, que nous pouvons disparaître. Je ne le crois pas. Mais je monte dans la voiture parce qu'il y a peut-être une chance. Peut-être que nous pouvons vraiment échapper à tout ça. Longue pause. Nous roulons maintenant. Il ne veut pas me dire où nous allons. Il n'arrête pas de dire « Je suis désolé ». Je pense que je vais mourir ce soir. Maman, papa, je vous aime. Je suis désolé de ne pas avoir été plus forte. Je suis désolé de ne pas être partie quand j'aurais dû. Bruit de voiture qui s'arrête. Nous sommes près d'un réservoir. Il fait noir. Lucas va chercher quelque chose dans le coffre. Oh mon Dieu, il a une arme. Il revient. Il est... Coup de feu. Cri. Puis silence. Puis un autre coup de feu. L'enregistrement s'est terminé à 00h03, le 20 mai 2017. La vérité finale. L'analyse médico-légale a permis de dresser un tableau complet. Lucas avait conduit Emma jusqu'au réservoir isolé avec l'intention de la tuer et de se débarrasser de son corps dans les eaux profondes. Mais l'affirmation d'Emma, selon laquelle elle avait envoyé des preuves à la police, avait détruit son plan. Si elle avait vraiment envoyé les documents, la tuer ne le sauverait pas, lui ou son père. Cela ne ferait qu'ajouter un meurtre à leur crime. Dans ces derniers instants, Lucas a réalisé qu'il s'était piégé lui-même. Il ne pouvait pas laisser Emma vivre pour témoigner. Mais la tuer signifiait passer le reste de sa vie en prison. Le plan élaboré par son père s'était effondré parce qu'Emma s'était montrée plus intelligente et plus courageuse que tout le monde ne l'avait imaginé. Il lui a tiré dessus. Puis, assis dans la voiture à côté de son corps, il a retourné l'arme contre lui. La Passat, garée sur la berge boueuse et escarpée, a lentement glissé dans le réservoir au cours des heures suivantes, entraînant les deux corps au fond. Conséquence. Friedrich Schneider, qui purgeait déjà une peine pour fraude et complot, a été accusé de complot en vue de commettre un meurtre. Il est mort en prison en 2024, affirmant jusqu'à la fin qu'il avait seulement voulu protéger la famille. Brigitte Schneider a disparu de la vie publique et s'est installée dans un autre pays sous son nom de jeune fille. Sarah Müller se tenait aux côtés des parents d'Emma lors des funérailles, 6 ans après sa mort. Elle a toujours été plus forte que les gens ne le pensaient, a déclaré Sarah. Elle a failli y arriver. Elle a failli s'échapper. Le camping de Klosterwaldung a été définitivement fermé. La tente, les provisions, les affaires soigneusement rangées. Tout avait été laissé intentionnellement sur place, Lucas voulant suggérer qu'ils avaient été enlevés plutôt que de s'être enfuis. Mais l'enregistrement vocal d'Emma prouvait qu'il l'avait sous-estimé une dernière fois. Elle avait trouvé un moyen de raconter son histoire, même depuis le fond d'un réservoir. Même 6 ans plus tard. La justice, réfléchit l'inspecteur Weber, prend parfois du temps, mais elle finit toujours par arriver portée par les voix de ceux qui ont refusé de se taire, même dans la mort.